Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Radio Barjo. Aujourd'hui en compagnie de Rosa, de Laurent, de Atis, de Stéphane, de Martin et de Cédric. Vous avez voulu parler aujourd'hui des questions de violence et de harcèlement, de violence et de harcèlement à l'école, de violence et de harcèlement dans la vie adulte, et où est-ce que vous avez rencontré le harcèlement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour limiter le harcèlement dans la sphère sociale, et comment on peut réussir à protéger les gens qui sont susceptibles d'être victimes de harcèlement. Alors je vais commencer par un chiffre qu'a mentionné Martin, qui disait qu'il avait lu ou entendu que Internet avait multiplié par 10 le harcèlement à l'école. Est-ce que tu pourrais en dire plus, s'il te plaît, Martin ? Plus exactement, c'était dans les dernières nouvelles d'Alsace, il n'y a pas longtemps, il y a une quinzaine de jours, et un responsable de l'éducation nationale d'un établissement disait, ça m'avait vraiment frappé, il disait que les élèves sont méchants entre eux. Je suppose que c'est à l'école primaire ou au collège, peut-être moins au lycée, je ne sais pas. Et il disait ils sont méchants entre eux, et le canal d'Internet a décuplé les conséquences néfastes de cette méchanceté innée entre eux. D'accord. Et donc, multiplié par 10, il a dit. Hein. Oui, décuplé. Hein. C'est quand décuplé, même voilà, c'est pareil. Mais donc ça veut dire que le harcèlement qu'on pouvait avant rencontrer dans les cours d'école ou les classes, on les retrouve aujourd'hui beaucoup plus aussi dans les interactions des élèves en ligne, c'est ça ? Ça peut être que ça. Hein. Autrefois, il fallait qu'ils soient ensemble dans la cour de récréation, je suppose. Aujourd'hui, ça se prolonge par les messageries et voir les messages SMS ou peut-être mail même. Et donc, c'est un truc qui m'a beaucoup frappé d'avoir lu ça. Et je comprends mieux qu'il y ait des suicides de temps en temps annoncés, d'élèves qui se trouvent harcelés. Et, autrefois, ils étaient sûrement en paix quand ils avaient quitté l'école, mais aujourd'hui, je me dis que ça continue par les mails ou les messages SMS, quoi. C'est comme ça que je vois la chose. Merci Martin. On avait parlé aussi du fait que, parce qu'autour de la table, il y a l'âge peut être très varié, allant de 30 à 60 ans, donc on n'a pas vécu la même chose dans notre prime jeunesse. Et je voulais, Laurent, tu disais que en fait, toi, tu avais été harcelé quand tu étais petit ou plus jeune ou très jeune. Oui, en fait, pour moi, le harcèlement a commencé déjà à l'école primaire, quand j'avais 6 ou 7 ans. En fait, j'étais placé chez mes grands-parents, et mes grands-parents, ils s'en foutaient carrément de ma tenue vestimentaire, et j'allais à l'école avec des fringues En fait, j'avais pas le bon look, alors les élèves, ils se foutaient de ma gueule. Il y en avait même un qui me traitait de monstre. Et alors ça c'est le début. Et après, quand il y a l'après-midi, quand on avait des pauses à 15h, il y avait des groupes d'élèves qui m'attendaient, qui me tapaient dessus. Et il fallait que les profs interviennent pour faire arrêter ça, quoi. Et ça a duré de 1973 jusqu'à 1975 à l'école primaire. Oui, donc au collège, ça s'est un peu atténué. Et par contre, au lycée technique, c'est devenu un enfer. Je veux dire, de 1977 à 1981, j'étais carrément la tête de turc de tout un groupe. Je veux dire, ça a commencé par une personne, ensuite 2, 3, 4, 5, ils étaient une dizaine, carrément à se foutre de ma gueule, quoi. Et même, une fois, il y en a un qui a dit « Hey, j'ai baisé ta sœur ».
des choses comme ça, j'entendais, ça me touchait carrément au fond de moi-même, et j'en ai parlé à mon grand-père, qui était complètement indifférent. J'en ai parlé à l'administration, complètement indifférent. J'en ai parlé à mon père. Ah oui, je vais venir, je vais leur casser la gueule. Et il est jamais venu. Donc ça a continué. À un moment donné, j'en avais tellement marre que j'allais plus à l'école. Je trouvais des excuses pour rester chez moi, pour ça. En fait, ce qui a provoqué je recevais des lettres de l'administration, comme quoi je faisais des bleus, comme on dit à l'époque. Donc, tant bien que mal, j'ai porté ce fardeau pendant des années sur mon dos. Et des années après, j'en faisais des cauchemars. Je me suis dit, c'est pas normal, j'en fais des cauchemars. J'aurais bien aimé qu'un professionnel, qu'un psychologue me prenne en charge, quoi. Et je veux dire, c'était... en fait, quand j'y pense, c'était bien orchestré, parce que quand j'arrivais le matin à l'atelier, et qu'on avait la pause à 10h, j'ouvrais mon sac, le goûter avait disparu. Et le mec, il faisait « Coucou, j'ai ton goûter ». Hop là. Et ça, tous les jours, ça continuait. Et j'ai bien essayé de me défendre. Un jour, le mec, on était en cours de maths, il m'a frappé un classeur sur le dos, sur la tête plutôt. Je me suis retourné, je lui ai foutu une baigne. Ce qui fait que, à un moment donné, ça s'est quand même un peu atténué. Oui. J'ai été sanctionné et bon, ça s'est atténué pendant 2-3 mois et après ça a recommencé de plus belle, quoi. En fait, je me souviens d'une fois où toute la classe reprenait en chœur plutôt, les insultes, et j'étais complètement là, sidéré de tout ça, quoi, et à côté, le prof ou les responsables, ils auraient pu intervenir, mais personne n'a rien fait, quoi. Donc, moi, quelque part, ce serait une gageure de dire que je leur suis reconnaissant. Quelque part, ça m'a aidé à devenir quelqu'un de beaucoup plus pugnace et de réagir face à l'indifférence. Ouais, enfin, on le souhaite quand même à personne, ça. Oui. Mais bon, moi, je trouvais ça totalement injuste. Parce que bon, de toute façon, on en a déjà parlé. À l'époque, on disait LEP, après on disait LET, après on disait lycée d'enseignement professionnel. C'était des boîtes de garage, je vais le dire, désolé de le dire, c'est des trucs à merde. Parce que les mecs qui sortent de là-bas, ils sont tout de suite au chômage, ou ils se retrouvent au RSA, ou dans des situations complètement aberrantes, quoi. Et heureusement que après j'ai tout de suite, je suis quelqu'un de pragmatique. J'ai repris quand le cours était en 80, au mois de juin 80, quand c'était terminé. Je me suis dit, je vais changer carrément, littéralement de secteur et je vais rentrer autre part. Je vais essayer d'apprendre autre chose. Mais j'ai pas dit que je pardonnais. J'ai pas pardonné. Moi, j'ai vécu un peu dans des lycées, dans un lycée mixte, c'est-à-dire à la fois généraliste, à la fois technique et à la fois avec des classes de BEP et de CAP. Et c'était assez étrange. C'était un grand lycée. Hein, c'était pas sur Strasbourg, c'était dans la région normande. Et c'était assez incroyable de voir comme l'ambiance pouvait être différente d'un endroit. Il y avait deux grandes cours d'école, d'un endroit de la cour d'école à un autre du lycée, en fonction justement de tout ce que tu racontes. On sentait bien beaucoup plus de violence dans un coin qui était plutôt vers les BEP, CAP, etc. Beaucoup moins dans les classes généralistes, et on sentait bien cette ambiance beaucoup plus délétère, voilà, avec beaucoup de violence quand ça se mélangeait. Enfin, voilà. En fait, je peux rajouter quelque chose. Je t'en prie. Je peux rajouter dans cette école, il y a eu des affaires d'agression, de viol, de vol. Des professeurs ont été caillassés. Tout ça, moi, à l'époque, quand je lisais l'EDN, il n'en était pas question il n'y en avait aucune trace, quoi. Ça a été mis sous
sous silence. Et un jour, quand le proviseur est passé, il a dit « Oh, ça suffit pour des imbéciles comme nous ». Donc on était considérés comme des sous-humains presque. Hein? Mais l'immobilité du corps enseignant, quoi, vraiment, ça... Ouais, c'est vraiment... quand on entend ça maintenant, ça paraît aberrant, quoi. Mais ça existe. Malheureusement, ça existe. Ça existait, ça existe. C'est peut-être le moment de parler avec Rosa, qui nous a rejoint. C'était pas gagné. Et c'est super. Alors, à ce sujet, par rapport à ce que vous aviez dit, est-ce que tu avais dit, Laurent, ce qui me marque un petit peu, c'est on m'a harcelée parce que j'étais mal habillée. Et souvent, ça commence un petit peu comme ça, sur quelque chose qui est un petit peu différent. Et j'ai l'impression que ça se retrouve un peu partout, dans toutes les sphères de... t'as tel poste, t'es pas forcément, si on reprend sur le travail, le harcèlement au travail, je sais pas, t'es en poste d'accueil, tu es accueillante par exemple, mais tu fais pas réellement partie de toute l'entreprise, étant donné que peut-être que t'es juste cantonné à ton poste d'accueil, et du coup tu ressens, enfin il y a peut-être ce rejet là. Je donne cet exemple là, je sais pas si c'est réellement le cas, mais j'imagine un peu la situation. On peut être mis de côté pour X raisons, que ça soit sur les habits, sa manière de parler, des fois c'est même ses origines, la ville d'où on vient, le quartier d'où on vient, ou des choses comme ça. Me concernant, c'est bien plus tard où je me suis posé la question de est-ce que j'étais harcelée ou pas à cette période. J'ai toujours été dans le public. Je suis passée en 3e d'un collège public qui était plutôt vers le centre-ville à un collège dit de quartier. Et quand je suis arrivée, la différence a été ma manière de parler, qui était un petit peu différente. Et le fait que j'arrive dans un collège, j'essaye, comme tout élève, en septembre, de me motiver en me disant « Ouais, cette année, je vais avoir plein de bonnes notes, etc. » Donc finalement, ça a payé. Toute l'année, hein, mais c'était plus cette question de comment dire, de comparer ses notes avec les autres, de me comparer à une ancienne élève qui était là, qui avait visiblement été harcelée au vu de ce qu'on me disait. Et ça a un petit peu monté en violence quand on me disait en pleine classe « Ah non, mais en fait, tu sais pas, celle qui était là avant toi, en plus elle te ressemble de ouf, même coiffure, même tête, etc. Nous, on l'avait séquestrée dans une cave. » Après, c'est assez... comment dire, ça caricature un peu les collèges de quartier. Ça ne se passe pas comme ça partout, mais c'est juste pour dire que la violence, ça peut aller très vite. Et finalement, je me suis sentie harcelée dans les mots qui ont été dits. On m'a pas insultée, c'était plus le fait d'être rabaissée dans « Ok, t'as des bonnes notes, mais moi, si je révisais, j'y arriverais mieux. » Donc moi, je suis juste là à avoir ma note, et point. Et finalement, il y a des petits trucs comme ça qui se rajoutent. Et pareil, c'était une question sur les origines, où j'annonçais mes diverses origines. Voilà, enfin, on me posait des questions de qui sont tes parents, d'où ils viennent, d'où tu viens, où est-ce que tu es né, etc. Et on voulait pas me croire, on me donnait une autre identité, j'ai l'impression. Et ça s'est effacé plus tard parce que j'avais pas pris conscience que c'était du harcèlement. J'ai pas écouté ça. Enfin, ça m'a pas plus touchée que ça. Et je me dis, j'ai eu peut-être de la chance qu'on m'ait laissé tranquille. Et c'est surtout... Enfin, ce que je voulais dire, c'est... Même à mon époque, parce que moi j'ai 27 ans, même à mon époque, donc c'était il y a un peu plus de 10... C'était il y a 13 ans, je crois, quelque chose comme ça. Je me voyais pas aller voir un professeur ou un directeur par rapport à ça. À cette période-là, c'était il y a vraiment une dizaine d'années, comparé à Laurent, où c'était un petit peu plus lointain. Moi, je me voyais pas aller voir un directeur à ce sujet, où on parlait pas réellement de harcèlement. Même avec mes parents, j'en parlais pas. Enfin voilà, ça m'avait irritée, mais c'était pas... je pouvais pas forcément en parler, au final. Et je voulais te poser la question, parce que
c'est intéressant. Aujourd'hui, tu travailles en milieu scolaire. Et, quel est ton ressenti en tant qu'ancienne élève qui a vécu un harcèlement léger, mais un harcèlement quand même, et de ce que tu vois aujourd'hui des enfants ou adolescents ou jeunes adultes dans les classes. Est-ce que tu imagines, est-ce qu'il y a des liens, est-ce que ça fait écho, quoi? Ce qui me marque, déjà après c'est peut-être un tic de langage où voilà, tu viens de dire harcèlement léger, mais même ça devrait pas forcément exister forcément. Je suis d'accord. Oui, je sais que tu es d'accord, c'est pour ça que je le relève quand même, parce que même si on est d'accord avec les idées, on se trompe. Je dirais que maintenant, avec les dispositifs qui sont mis en place, les élèves savent ce qu'est le harcèlement, en définition. Les enfants aussi savent ce qu'est le harcèlement, la définition du harcèlement, ils l'ont en tête. Sur la question de comment faire attention à ne pas harceler ou à repérer ou à aller directement dire au professeur ou à un adulte de confiance ce qui se passe entre eux dans leur groupe d'amis, c'est un peu plus complexe. Il y a quand même... J'ai l'impression que ça reste, malgré le fait qu'on donne la définition, il y a le fait d'être freiné, d'être la personne qui balance, donc que ça puisse être encore plus grave, ou des choses comme... Enfin, disons qu'ils ont intellectualisé la chose, mais pour la ressentir et agir, c'est encore une autre étape. Et comme dit, moi je viens d'arriver, on m'a rattrapée au vol, et là j'y pense, c'est sur la question du harcèlement, c'est comment est-ce qu'on apprend aux enfants qui deviendront finalement adultes à gérer les relations qu'on peut avoir avec les autres. Et je pense que c'est même encore plus jeune que la question du collège, parce que souvent c'est au collège primaire, mais c'est même encore plus jeune où c'est... En primaire, ça reste quand même de l'instruction, du français, des mathématiques, savoir lire l'heure, savoir connaître ses multiplications. Là, ça change encore ces dernières années, comme au collège où les dispositifs sont différents. Mais pour moi, on reste quand même cantonné à savoir faire des maths et du français, principalement. Et dans la vie en société, c'est pas les relations interpersonnelles, c'est pas quelque chose qui est central dans le côté éducatif, selon moi. Après, ça évolue et ça dépend des professeurs, mais ça reste... En fait, ça se voit dans l'impact qu'il peut y avoir. Ça se voit dans l'impact quand on devient adulte, quand on devient étudiant, quand on devient collégien, etc. Il y a juste... après, je vais laisser deux temps de silence pour Cédric qui veut prendre la parole. En fait, il y a des chercheurs en sciences de l'éducation qui disent que le temps d'apprentissage, il y a un tiers du temps d'apprentissage qui se fait en dehors de la classe. Ce qui veut dire que... alors, ça a été beaucoup étudié dans les universités, mais ça veut dire que dans les foyers, dans les bars alentours, dans toutes ces choses-là, on a un apprentissage. Et quand ça m'a beaucoup... parce que ça fait aussi partie de l'apprentissage, de savoir vivre ensemble, savoir vivre en collectivité, savoir vivre avec des gens qui ne sont pas pareils que soi, et savoir, justement, c'est peut-être ça une des premières possibilités pour limiter le harcèlement, voire même le harcèlement à l'âge adulte. Lundi, il entre dans l'arène, l'école de son quartier. Déjà vers lui, une voix s'élève, mal coiffée. Mardi, ça retombe sur le même. À l'heure de la récré, son jean trop court, son pull en laine, mal fringué. Si j'avais su, Julien, si l'on m'avait dit qu'il n'y avait plus rien d'autre
qu'il savait, c'est qu'au point du basket, que demain dans la con on va lui faire sa fête. On va se moquer le van et lui prendre la tête. Sur ses vêtements, ses cheveux, ses nouvelles lunettes. Tout est bon pour qu'il craque, quoi qu'il fasse, quoi qu'il mette. Mais Julien, tout ce qu'il veut c'est qu'on lui donne la recette. Pour qu'on l'oublie un peu, pour que tout ça s'arrête. Allez, debout Julien, c'est l'heure de l'école. Jeudi, à nouveau des problèmes. Pour un bout de papier, son petit mot d'amour, son poème déchiré. Vendredi, il finit la semaine comme elle a commencé. Autant de violence que de haine, épuisé. Si j'avais su, Julien, si on m'avait dit qu'il n'y avait plus rien d'autre dans ta vie que la détresse, Julien, qui ronge, qui détruit ta jeunesse, Julien, tes rêves aussi j'avais su, Julien, si l'on m'avait dit combien d'abus, Julien, combien d'ennemis, de mots qui blessent, Julien, qui me blessent aussi, pourtant je reste là, à faire comme si je n'avais rien vu, Julien, rien entendu, Julien. Moi j'ai tout vu, Julien, tout entendu, Julien. Et lundi c'est certain, je dirai tout, Julien. Cédric, tu voulais prendre la parole. Tout à fait, oui. Je voulais répondre à Rosa qui disait et Laurent qui disait que ça commence très tôt, c'est vrai. À mon avis, il n'y a pas d'âge pour être confronté à de la violence, malheureusement. Et moi, je voulais juste souligner un truc, c'est que depuis quelques temps, ça devait être généralisé à la rentrée 2024, des cours d'empathie dans toutes les écoles. C'est une opération pour sensibiliser et trouver une solution face au harcèlement. Du coup, par cours d'empathie, on pense à une sensibilité psychologique à autrui, la bienveillance et tout ça. Donc, je ne sais pas ce que cette opération avait réussi à faire, mais le ministre de l'Éducation de l'époque s'était rendu au Danemark en 2023 pour observer des méthodes qui ont fait leurs preuves. Par contre, il semblerait, d'après l'article du Huffington Post, j'arrive pas trop à le dire, que on n'a pas, ça a été quand même un flop. C'est plus compliqué que ça, former les élèves et former les enseignants à un cours qui n'est pas strictement des mathématiques ou du français, etc. Les relations sociales sont plus complexes que une somme, une multiplication, et donc oui. L'école a pour objectif d'apprendre des choses aux gens, mais en l'occurrence là, c'est de l'interapprentissage. Si on est dans l'idée qu'un prof va t'apprendre ce que c'est que de l'empathie, moi je reste très. C'est pas facile. Moi je reste assez. Comme dit, peut-être pour ça que ça a été pas mis en pratique depuis la rentrée 2024, comme annoncé, quoi, finalement. Peut-être. Rosa ? J'avais entendu parler de ça, mais moi ma question c'est, est-ce que c'est les professeurs qui donnent ces cours d'empathie ? Et est-ce que les professeurs sont du coup formés à ça, ou est-ce qu'ils peuvent avoir une formation ? Parce qu'on parlait des professeurs qui étaient des adultes immobiles, dont tu parlais Laurent tout à l'heure. Aujourd'hui on est sensibilisé en tant qu'adulte, mais quelles armes on peut avoir, ou quels outils on peut avoir pour pouvoir les utiliser, parce que faire des cours d'empathie et dire à un professeur
il faut que vous fassiez un cours d'empathie, une demi-heure, 1 heure par semaine à votre classe. Ça veut dire quoi exactement ? Est-ce que l'empathie, enfin, la définition de l'empathie, même d'un professeur à l'autre, ça peut être différent. L'importance et les valeurs d'un professeur à l'autre peuvent être sacrément différentes. Donc, dans les dispositifs, la manière dont c'est transmis, en tout cas dans les médias, c'est pas si clair que ça. Même en tant que parent, pour avoir des frères et sœurs qui sont parents, ils sont pas très au clair. Oui. Donc, en fait, il s'agirait de l'enseignement dans le programme d'éducation à la vie affective et à la vie relationnelle. Et ça comprendra, ou ça comprenait vraiment l'apprentissage et la compréhension de l'émotion et des émotions des autres. Ah oui, Vivre ensemble, tout se joue dès le plus jeune âge, donc école primaire, école maternelle. Et il est dit dans l'article que la formation des enseignants serait renforcée, mais n'est pas suffisante si ces programmes seront réellement mis en place. Il faut espérer quand même qu'il y ait au fur et à mesure une amélioration des choses, parce qu'on est dans une situation un peu complexe, et surtout en fait on est très sensibilisé à ça. Laurent rappelait que en fait ça pouvait être très très dur aussi dans les milieux scolaires il y a longtemps, et moi je l'ai vécu de façon un peu plus distante, mais quand même, et je sais pas, est-ce que avant tu veux prendre la parole, Laurent ? Oui, en fait, quand j'entends ça, je me dis, quand le cours était fini à midi, il y avait les cantines. Et le premier arrivé avait à manger, le dernier arrivé n'avait rien à manger. Et je vous laisse deviner qui n'avait rien à manger. Je me suis retrouvé des journées avec le ventre creux. J'allais voir les cuistots, en tendant la main, si vous aviez un morceau de pain ou un morceau de chocolat. Donc si c'est ça les méthodes pédagogiques des lycées techniques, je suis désolé, elles sont à foutre à la poubelle. Atis, Martin, Stéphane, vous vouliez rajouter quelque chose ? Quand j'étais jeune, j'ai pas ressenti de harcèlement à l'école. Quand même, je raconterai une anecdote. Quand je rentrais du lycée Fustel à vélo, route de Colmar, tout près d'ici, il y avait régulièrement 3 jeunes environ qui me lançaient des trognons de pommes sur la tête. Et moi, je faisais mon chemin, mais les fois d'après, j'étais prévenu et je me préparais à parer de recevoir leurs trognons de pommes. Et j'ai jamais su pourquoi, dans le fond. Ils devaient me trouver une tête d'idiot, je sais pas. Et on sait pas pourquoi, et on se dit qu'on plaît pas à tout le monde. Bon, on fait son chemin. Un jour, ça s'est arrêté, quoi. Et je voulais te poser une question, parce que tu as été... tu étais professionnel aussi quand même de l'éducation, puisque tu faisais du soutien scolaire. Tu as rencontré des jeunes enfants ou adolescents où tu ressentais une difficulté à apprendre ou à suivre les cours, justement à cause d'un harcèlement dont ils pouvaient ou voulaient pas parler, ou je ne sais pas. Oui, ça m'est arrivé. C'était un jeune qui était très mignon. Il était à l'école primaire, je crois, au CM2, et il était dispensé d'école. Je crois il s'appelait Schaeffer, je crois que c'était à Schiltigheim ou Bischheim. Et autant que je me souvienne, il était tellement harcelé qu'on l'a dispensé d'école. Et moi, ça m'a beaucoup étonné, parce que c'était un garçon très gentil. Pour sa mère, c'était difficile parce qu'elle avait plusieurs enfants, elle vivait quasiment dans un grenier, elle faisait du ménage à l'hôpital, son mari ne pourvoyait plus aux besoins du foyer. Et ça m'avait beaucoup interpellé que ce garçon, en l'état devant moi, si gentil, était victime de harcèlement au point d'être dispensé d'école, et donc ils avaient droit à des cours à domicile, en l'occurrence fait par moi-même,
qui était bien sûr payé pas par la famille, par la mère. Et là, ça, je mettrais en relation avec ce que j'ai dit tout à l'heure, que ce responsable de l'éducation nationale disait que les élèves étaient méchants entre eux. C'est ça que j'aurais ressenti, parce que je ne sais plus quel était son prénom, mais il était tellement gentil, et je me disais comment on peut être méchant avec lui, mais pourtant c'était un fait. Oui, moi je voulais juste continuer après les propos de Martin. Aujourd'hui, on est en 2026, avec l'ampleur et l'accessibilité des réseaux sociaux. Hélas, le directeur, là, moi je ne sais pas s'il minimise ou pas ses propos, mais multiplié par 10, c'est pas beaucoup. Par contre, c'est pas beaucoup. Je pense qu'il faudrait même être un petit peu plus impactant là-dedans, sur le rôle des réseaux sociaux, parce que les jeunes maintenant ils communiquent essentiellement comme ça, et c'est beaucoup plus facile de se dissimuler et donc de poursuivre ces œuvres malhonnêtes et malfaisantes, quoi, finalement. Ouais, il y a une sorte d'impunité par le voilà, oui, l'anonymat, on va dire. L'anonymat que procure un profil, juste simplement, alors que la personne qui est derrière le profil qui est harcelé, elle ressent encore quand même toutes les émotions négatives que peut procurer ce genre, le harcèlement, quoi. C'est terrible. Moi, ce que je ressens de nos discussions, c'est qu'on vit plus du tout le même contexte qu'à une certaine époque. Moi, j'ai des souvenirs que c'était aussi très violent. Mais probablement, il y a une période dans les années 90, 2000, où ça s'est beaucoup calmé. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que des camarades qui étaient plutôt qui étaient professeurs dans des lycées publics ou privés ressentaient quand même un peu moins de violence de façon générale dans les écoles, dans les cours d'école, ou même dans les lycées. On sentait qu'il y avait beaucoup moins de dureté dans les relations des enfants et des jeunes entre eux. Mais là, j'ai l'impression que les communications numériques, j'englobe ça de façon très large, en fait, ce qui produisent quand même des choses qui sont de l'ordre de l'impunité, par l'anonymat, et du coup, avec le sentiment qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Mais du coup, socialement, on agit de façon beaucoup plus anonyme et individualiste, quoi. Oui, moi je voulais juste rajouter un truc, ça s'appelle le cyberharcèlement maintenant, et ça conduit au suicide. Malheureusement, de nombreux élèves, il y a eu des cas très récemment, et avec l'émergence de l'intelligence artificielle, maintenant, ça peut être beaucoup plus effrayant. Je pense là à certains professeurs qui sont harcelés par des élèves en faisant des vidéos de ces enseignants dans des tenues impropres, et malheureusement maintenant ça se généralise très très vite. Rosa, tu voulais dire quelque chose ? Je voulais rebondir sur plusieurs choses. Quand on parlait d'harcèlement et de parler à un adulte par rapport aux formations qui peuvent être faites, je voulais aussi rappeler que d'après le corps enseignant, et il y a eu il y a un petit peu plus longtemps le suicide d'une principale d'une école, au sein de l'école. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Elle avait écrit une lettre qui parlait et qui parlait surtout du système de l'éducation. Et là, je retrouve l'harcélomètre. Enfin, j'aimerais parler de l'harcélomètre, où sur le site du ministère de l'Intérieur, on peut le retrouver. On peut faire même le test pour savoir si l'élève est harcelé ou non, et à quelle échelle. Il est écrit « Fais attention et dis stop quand ». Je vous cite quelques passages, hein. Quand on se moque de toi avec des surnoms, quand on t'ignore, on t'isole,
on t'insulte sur les réseaux sociaux, on t'interdit de parler aux autres. Et si on coche plusieurs de ces cases qui sont encore plus longues, il y a écrit « tu dois faire attention » égale « parle-en à une personne de confiance ». Dans la question de « parle-en à une personne de confiance » et par rapport au système, enfin, disons au domaine de l'éducation nationale, comment est-ce que l'adulte peut être une personne de confiance quand il est déjà à bout lui-même des heures de travail, d'être mal perçu, d'être mal payé, d'avoir des enfants de plus en plus agités en face de lui, enfin dans certaines situations. Comment est-ce qu'on peut être une personne de confiance à ce moment-là? Et ensuite, il y a alerter et demander de l'aide quand on t'incite à faire du mal, quand on te touche les parties intimes pour se moquer, quand on te menace sur Internet, quand on te pousse à faire des choses que tu ne veux pas. Dans l'immobilisme dont parlait Laurent, moi j'ai plus l'impression que ça a évolué et que les adultes, comme dit, sont plus sensibilisés à cette question et font beaucoup plus attention à ça et à essayer de le repérer. Mais entre avoir la bonne volonté et pouvoir le faire et être disponible, il y a quand même un écart qui se crée. Et je voulais aussi reparler du cyberharcèlement. Les générations là, qui sont ados sont des enfants qui sont nés avec Internet. Je le vois avec des beaucoup plus jeunes qui ont 6-7 ans, qui sont sur des jeux vidéo où ils peuvent parler les uns aux autres, qu'on peut retrouver sur le téléphone des parents et qui peuvent parler aux copains de la classe alors qu'ils sont en CP, CE1. Et en fait, ils connaissent ce système d'Internet. Ils savent comment ça fonctionne et ils savent ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent pas faire. Et finalement, même sur Internet, ils font attention ils en ont parlé il y a pas longtemps dans les médias, de cacher et de flouter leur visage pour pas que ce soit repris, pour pas que ce soit moqué ou des choses comme ça. Finalement, ils trouvent... pour finir là-dessus, pour que je puisse finir là-dessus, j'ai l'impression eux trouvent leur méthode pour se protéger sur Internet. Et en même temps, il y a l'éducation, il y a l'éducation des parents, la sensibilisation des parents, des adultes, un petit peu de toute la société au possible, qui avance aussi. Donc j'ai plus l'impression que ça va dans un bon sens, même si ce directeur dit que c'est multiplié par 10, alors forcément c'est multiplié par 10, mais c'est pas comme si c'était multiplié par 10 et que rien n'était fait derrière. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de sous-métier, moi je fais des trous dans les billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour invalide changer l'opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour me sortir de ce trou, je fais des trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois.
J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la vie de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, je pourrais m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, et coûte que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue, se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou, un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou, et on me mettra dans un grand trou, et je t'entendrai plus parler de trous, plus jamais de trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous. Je voulais avancer un petit peu. On a parlé beaucoup du harcèlement à l'école, chez les enfants, etc. En préparant cette émission, on avait voulu aussi parler un peu du harcèlement fait aux adultes. Alors, j'ai pris quelques notes et puis vous réagirez. Donc, en fait, on retrouve ce harcèlement autant chez les hommes que chez les femmes, même si ça prend des formes assez différentes selon le genre des personnes. On retrouve vraiment dans toutes les catégories aussi socio-professionnelles, depuis les plus hauts niveaux jusqu'aux métiers les plus difficiles. Comme s'il y avait une chaîne des patrons, des sous-patrons et des sous-sous-patrons des N-1 qui reproduisaient des questions de harcèlement. La semaine dernière, j'ai rencontré encore quelqu'un qui me disait « J'étais directeur d'une structure, d'une entreprise de construction de machines, je ne sais plus quoi. » Et il disait « J'en suis parti. On me demandait... d'être harceleur et je l'étais, mais à un moment j'ai plus pu, mais en soi c'est une souffrance au travail, c'est-à-dire qu'il fallait harceler les gens pour qu'ils bossent plus, qu'ils soient plus efficaces, qu'ils soient plus efficaces, voilà. Et puis il s'agissait qu'ils soient mal habillés au boulot ou je ne sais quoi, et c'était reparti. Comme les gamins, tout ce qu'on a pu dire sur les mécanismes qui produisent du harcèlement dans les cours d'école, on a un peu l'impression de retrouver la même chose chez les adultes finalement. Je ne sais pas, certains d'entre vous voulaient prendre la parole là-dessus, parler des adultes. Je crois que Martin, tu avais été assez choqué. C'était environ en 1998, je donnais un cours particulier dans un village près de Strasbourg. Et je donnais aux fils qui étaient en première. Et je trouvais qu'ils avaient l'air très déterminés et il y avait un peu une drôle d'ambiance sur leur visage. Et puis après quelques leçons, le fils et la mère m'ont dit que le père s'était suicidé récemment. Et madame me disait qu'il était harcelé sur son portable par ses supérieurs ou collaborateurs de l'entreprise et qu'il n'arrivait pas à se défaire de ce harcèlement jusqu'au jour où il s'est suicidé. Et moi, ça m'a étonné et choqué. Et je me suis dit, vraiment, est-ce qu'il était normal, son mari ou le père de l'élève auquel je donnais des leçons ? Mais je croyais vraiment que c'était vraiment ce harcèlement qui a conduit à son suicide. Et des années plus tard, dans un autre village, au Mutzig, plus exactement, c'était la même histoire. La mère, je donnais des cours à la fille, la mère m'a dit que son mari s'était suicidé à cause du travail et du harcèlement. Et donc, j'ai commencé à me dire que c'était vrai ce qu'il prétendait, que c'était pas... que le mari avait des graves problèmes psychologiques et qu'il prenait comme bouc émissaire ce harcèlement. Je me suis mis à penser que le harcèlement avait conduit au suicide au moins de l'un des deux. Et c'est ce jour-là que j'ai appris ce qu'était le harcèlement vis-à-vis d'adultes. Par le portable, il faut signaler on parlait d'Internet, mais là, c'est le portable qui existait, qui est très répandu déjà vers 1998.
C'est donc par le portable que meurent des adultes qui se font harceler par cet instrument à tout instant de leur vie sans qu'ils soient près de leur téléphone fixe. Oui, Rosa. Ça me rappelle une anecdote, je vais la raconter très rapidement. J'ai reçu... pardon. Donc ça me rappelle une anecdote, je vais la raconter rapidement. J'ai reçu un appel dit d'arnaqueur, qu'on reçoit souvent, c'est la banque, c'est l'assurance, c'est ce que vous voulez. Et là c'était la banque qui me parlait de ma carte bleue. Je me suis dit peut-être que c'est pas de l'arnaque parce que j'ai changé ma carte bleue, donc je reste au téléphone et à un moment donné je me rends compte qu'on me raconte un petit peu n'importe quoi, qu'il y aurait eu des virements faits en Espagne, de je sais pas quoi, etc., etc. Donc je fais comprendre à la personne, bon, en fait c'est bon, j'ai compris, je vais raccrocher. Et cette personne part sur un autre... Après avoir vérifié, c'est quelqu'un que je ne connais absolument pas, mais qui a joué sur la peur, en me disant mais en fait je connais ton adresse, tu sais pas sur qui tu tombes, moi je suis un malade, je suis schizophrène, je suis plein de trucs, hein. Alors là il m'a donné une liste de troubles incroyables. Dans le doute, j'ai voulu rester en me disant est-ce que je vais reconnaître la voix, est-ce que c'est quelqu'un que je connais même si c'est pas le bon numéro, et ça a été extrêmement violent dans ces mots d'un coup. En termes de menaces, d'argent, de choses comme ça. J'ai fini par accrocher. J'ai pris soin de me dire, bon, est-ce que c'est quelqu'un que je peux connaître ? Non. On m'a rappelé plusieurs fois. Malgré le fait que j'ai signalé un premier numéro de téléphone, il y a eu un petit peu cette même démarche qui a été faite ailleurs. Et quand on est adulte, comme on disait tout à l'heure, les jeunes, on a plus tendance à reconnaître ce qui est une info, une intox, ce qui est vrai, faux, ce qui est de l'IA ou pas. Là, dans ces situations, quand on est adulte, quand on reçoit des mails, des choses comme ça, on s'en rend pas compte et finalement on se dit j'ai reçu un mail qui m'accuse, c'est arrivé plusieurs fois, qui m'accuse de pédocriminalité, et en tant qu'adulte on se rend pas compte, on a peur, et si ça revient et si on rentre dans cette boucle, on finit par être harcelé, que ça soit on finit par être et arnaqué et harcelé, qui peut aussi mener à certains drames familiaux ou du fait de juste avoir du mal-être parce que on repère pas suffisamment tôt. Et je voulais aussi revenir sur la question du harcèlement envers l'adulte. Je trouve que le harcèlement, c'est difficile à définir à partir du moment où on connaît pas réellement la limite. Il y a les harcélomètres, mais on sait pas quand est-ce qu'on passe de l'autre côté. Ça nous est tous arrivé, sûrement au moins une fois, que ça soit dans un club ou au travail ou autre, de se dire je m'entends pas avec un tel, j'ai pas envie de lui parler, mais je m'entends avec les autres, ou dans le sens inverse aussi. Donc finalement on se retrouve avec peut-être plusieurs membres de la même équipe qui vont pas aller vers l'autre, qui vont pas discuter, qui vont pas avoir la même énergie joviale le matin pour dire bonjour, comment ça va, t'as passé un bon week-end, des choses qui sont basiques et qu'on retrouvera pas à ce moment-là parce qu'on était en désaccord à un moment donné et on joue aux enfants de 3 ans du genre je te parle plus, t'es plus mon copain. C'est un petit peu ce qu'on retrouve chez les adultes. J'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave. J'ai oublié la fin de mon histoire. Moi, en fait, c'est assez étrange parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. On est de plus en plus à ne plus se comporter comme des adultes les uns avec les autres. Moi aussi, je reçois des choses très régulièrement comme quoi je suis un très dangereux pédocriminel. Je ne donne que mon prénom. Et faut mieux. Non, mais on reçoit régulièrement, mais moi ça va parce que je suis pas très très sensible au harcèlement numérique, etc. Mais
j'imagine pour beaucoup de gens la difficulté que ça doit être d'assumer simplement. Vous vous rendez compte, on a accusé de ceci ou de cela, le mal que ça peut faire pour certaines personnes. Moi, voilà, mais à nouveau, on est voilà, on est dans l'individualité, dans l'individualisme, et faisons ça. Enfin, moi, c'est mon dada, hein, le problème. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Cédric ? Oui, Rosa disait que c'est difficile à définir un harcèlement. Mais il y a un point commun entre tout type d'harcèlement, parce que le harcèlement est de multiples formes. Il y a les harcèlements, le cyberharcèlement qu'on a discuté tout à l'heure, mais il y a les harcèlements physiques, sexuels, administratifs, psychologiques et verbal. Du coup, le point commun entre ces différentes formes, c'est la violence, l'agression, en fait. Dans une relation qui en fait, on pourrait le définir comme étant, moi je sais pas comment, mais plutôt parce que ce n'est pas, ce qui conduirait plutôt à une relation saine, quoi, en fait. Hein. L'opposé d'une relation violente, c'est une relation saine, finalement. Et qui perdure dans le temps. Et qui perdure, oui. Dans le temps, sur des semaines, des mois, peut-être donc même des fois des années. Hein. Enfin, c'est ça qu'il faut cultiver. Ou l'inverse. Faut éviter de le cultiver. Non, je parle. Comment ça? Faut éviter de cultiver cette sociologie du harcèlement. Ah oui, bien sûr, mais cultiver la relation plutôt bienveillante et saine qui perdure dans le temps. Oui. Ok, je voulais juste, avant qu'on termine cette émission, je vois qu'on va arriver à 1 heure. C'est un épisode d'1 heure. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Merci à tous. Je voulais juste rajouter que nous avons des numéros d'urgence, de signalement, de harcèlement et des violences. Pour les enfants, il y a le 3018 et il y a le 119. Il y a le 3919 de façon plus générale. Il y a plein de numéros de façon générale pour prévenir sur des questions de l'ordre de la violence que l'on peut retrouver. Voilà, si je suis en danger, j'appelle le 112 ou j'envoie un SMS au 114. Et j'ai besoin d'aide et je souhaite en parler, j'appelle le 3919. Ça concerne les adultes. Je tiens cette information d'un petit disque qui a été édité il y a quelques années par la région Grand Est, qui s'appelle le relatiomètre, qui permet de mesurer si est-ce que je suis dans une relation bienveillante, sereine avec les autres, ou est-ce qu'il y a des messages d'alerte qui apparaissent et qu'il faudrait peut-être mieux que je fasse attention, ou est-ce que je suis en danger? Parce qu'il y a peut-être aussi cet aspect-là, c'est que quand parfois, on ne sait pas qu'on vit dans une situation de harcèlement, voire même de violence au travail ou dans la cour d'école, tellement, on parlait à l'instant, tellement c'est constant, on finit par trouver ça, entre guillemets, normal. Le plus important, moi je trouve, c'est que les gens aient le sentiment de ne pas trouver ça normal quand ils sont dans une situation de violence perpétuelle. Et je crois que j'ai fait le tour de la question. On a fait le tour de la question. Non, on n'en fera jamais le tour de la question, on va dire. Mais déjà, on a bien avancé sur le sujet. Oui. Merci à vous tous. Merci. Rosa va encore mettre un dernier grain de sable. Vas-y. Tu pourras le couper si tu veux. Merci de ne pas saturer le 3919, qui est un numéro d'urgence pour les violences faites aux femmes. Et c'est passé dans les médias. On sait que plusieurs personnes appellent pour saturer en fait, les réseaux et de pas permettre. Au-delà de saturer, insulte les personnes qui travaillent. Donc merci de ne pas faire ça. C'est pas sympa. On vous voit, on le sait. Voilà. Non, mais en même temps, si tu dis, tu vas donner envie aux gens de le faire. Ils n'ont pas besoin, ils en ont parlé partout. C'est le danger
de la communication finalement, non? Non, mais C'est un problème à double tranchant finalement. C'est pas moi qui vais. En tout cas, merci beaucoup. Eh bien, bonne fin de soirée à vous 6 et à très bientôt pour un nouvel épisode de Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo.